Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Haut-Commissaire Ithier, Mesdames et Messieurs, nous vivons une époque incertaine et fragile, hautement interconnectée et mondialisée, en pleine mutation, mais une époque très intéressante qui ouvre de nouvelles et formidables opportunités. Répondre aux enjeux planétaires comme la révolution numérique ou l'urgence climatique requiert plus que jamais de mettre le bien-être des individus et la protection de l'environnement au cœur de notre modèle de croissance. C'est dans cette voie que l'OCDE s'est engagée, notamment dans le cadre de ses travaux sur le bien-être qui mesurent le progrès au-delà du PIB, l'environnement et le climat, et plus récemment l'initiative pour la croissance inclusive. La croissance inclusive et durable est la responsabilité et l'avenir de tous, notamment des pouvoirs publics, mais aussi des entreprises dans la pluralité de leurs formes et de leurs modes d'action. Je salue donc l'initiative Pact for Impact et félicite le haut-commissaire M. Ithier et ses équipes d'avoir lancé cette dynamique qui nous réunit aujourd'hui pour débattre de ces sujets. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est parce que nous sommes tous convaincus que les entreprises sociales et les organisations de l'économie sociale et solidaire, ou de l'ESS, jouent un rôle de premier rang pour promouvoir une croissance inclusive. Mais pour autant, le potentiel de ces entreprises est loin d'être pleinement réalisé. Je souhaite donc consacrer mon intervention à 4 grands chantiers qui me semblent essentiels pour faire avancer cet agenda. Premier chantier, nous devons dépasser le clivage entre promoteurs de la croissance et adeptes du partage. Il n'a plus lieu d'être. Nous devons reconnaître une économie plurielle où plusieurs formes d'économie et d'entreprises cohabitent. La frontière entre ces entreprises est de plus en plus floue. D'une part, il y a les entreprises sociales et de l'économie sociale et solidaire qui mènent une activité lucrative tout en créant de la valeur pour la société, et ceci est parfois reconnu avec un statut juridique dans certains pays. Éducation, santé, environnement et plus encore, leur champ d'action est vaste. Et d'autre part, de nombreuses entreprises classiques, qu'il s'agisse de PME, de grandes entreprises ou même de multinationales, se sont elles aussi engagées à placer la question de la responsabilité sociétale au cœur de leur business model. Au-delà de leur comportement altruiste, en fait, ces entreprises ont bien compris que changer leurs pratiques était devenu fondamental pour leur image et donc pour leur réussite. Il est donc essentiel pour les pouvoirs publics de mieux comprendre cette biodiversité d'approches, d'acteurs et de missions et de les accompagner. Mais, il y a un mais, il faut rester vigilant face au risque de ce qu'on appelle le social washing. Alors, je n'ai pas trouvé la traduction, je pense qu'en français ce serait blanchiment social. Et pour cela, nous avons besoin d'outils de mesure, nous avons besoin de cadres d'évaluation qui nous permettent de faire la part des choses. Second chantier essentiel, faire reconnaître l'économie sociale et solidaire comme une économie à part entière. Les chiffres le démontrent. Actuellement, les entreprises de l'économie sociale et solidaire rémunèrent plus de 13,6 millions de personnes en Europe, soit 6,3% de l'emploi. Elles se sont aussi montrées extrêmement résilientes face à la crise, et dans certains pays européens, ces entreprises ont même créé des emplois durant cette période. Dans d'autres pays, comme le Maroc, et là, j'aimerais saluer le ministre Sajid, qui a souligné justement le fait que dans ces pays, tout le tissu des coopératives et des mutuelles et d'autres organisations de l'économie sociale et solidaire, en fait, elles jouent un rôle essentiel. Elles tirent vraiment le développement économique et social de ces pays. Mais là encore, nous avons besoin de développer davantage notre connaissance, nos données, nos indicateurs, nos appareils statistiques, afin de mieux apprécier le poids de cette économie et son évolution. Troisième chantier, nous devons développer et mettre en œuvre des écosystèmes de politique publique pour permettre à l'économie sociale et solidaire et à l'entrepreneuriat social de maximiser leur impact. Je pense notamment à des cadres juridiques appropriés, mais aussi à un soutien à l'accès au financement et au marché public, ou encore à la formation et au développement des compétences. L'OCDE, en partenariat avec la Commission européenne, a développé un outil interactif d'auto-évaluation sur ce qu'on appellerait le bon entrepreneuriat, à l'attention des autorités nationales ou locales. Et en fait, cet outil est à la disposition de tout le monde sur un site internet. Tout le monde peut l'utiliser
pour avoir des informations et même des conseils de politique. Quatrième et dernier chantier, l'ESS et l'entrepreneuriat social sont par nature très territorialisés. Il ne faut pas négliger cet aspect et la ministre du Québec nous l'a rappelé tout à l'heure. Il est évident que les entreprises sociales et de l'économie sociale et solidaire sont dépendantes du contexte local où elles opèrent. De nombreuses régions des pays de l'OCDE ont développé leur propre stratégie en faveur de l'ESS. Les villes, de plus en plus, jouent également un rôle important à travers leur appel d'offres ou encore leurs actions en faveur du développement d'entreprises locales. Et là, par exemple, nous avons à l'OCDE ce qu'on appelle la Coalition mondiale des 60 maires champions pour la croissance inclusive, qui est actuellement présidée par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Cette coalition a adopté en mars dernier, à leur réunion d'Athènes, une feuille de route qui formalise leur engagement en faveur de l'innovation sociale et des entreprises sociales. Il faut saluer le fait qu'à travers son accélérateur national de l'innovation sociale et la labellisation French Impact, la France soutient ces dynamiques régionales et locales et reconnaît justement cette dimension territoriale. L'OCDE croit en la territorialisation des politiques publiques et le centre que je dirige accorde une attention tout particulière à l'échelon territorial dans ses travaux sur l'ESS. Pour conclure, j'aimerais dire quelques mots sur cette question. Pourquoi avons-nous besoin d'impact mondial, Monsieur Ithier? Nous tous réunis aujourd'hui au musée du Quai Branly, nous sommes convaincus du rôle de l'ESS comme une composante des économies nationales. Mais qu'en est-il au-delà des murs de ce musée? Et qu'en est-il dans les enceintes internationales? C'est là tout l'enjeu d'impact mondial. Il s'agit de faire remonter toutes ces initiatives prometteuses dans les différents ministères au sein des pays, mais aussi sur la scène internationale, et de les fédérer. Car si nous voulons être à la hauteur des enjeux et des grands chantiers que je viens de mentionner, nous devons vraiment opérer un changement d'échelle. L'OCDE se tient prête à soutenir cet agenda. Comment? Par exemple, en continuant de produire des données, des analyses, et notamment des analyses sur la mesure de l'impact, en accompagnant un engagement commun des gouvernements en faveur de l'ESS dans le cadre des agendas internationaux, en facilitant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, et nous le ferons déjà à travers les travaux de notre comité LEAD, qui engage de nombreux pays à travers le monde, enfin en mettant à leur disposition des lignes d'orientation fortes qui pourraient guider leur action et en faisant progresser les standards internationaux dans ce domaine. Je sais que Antonella Noia, qui est en charge de ce dossier sur l'économie sociale et solidaire au sein du centre, travaille avec l'AILO sur ces questions de standards internationaux. Mesdames, Messieurs, ensemble, nous devons soutenir l'ESS, non pas pour s'acquitter d'une bonne action, mais pour répondre à un impératif, celui de promouvoir un nouveau modèle économique qui se doit d'être inclusif et respectueux de l'environnement. Je vous remercie de votre attention.